Toi qui écoutes cet enregistrement, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu veux guérir de ce trouble du comportement alimentaire? Et je vois bien quand je suis en séance au cabinet que la personne à qui je pose la question me regarde avec des yeux tout ronds, comme si la question était rhétorique et donc la réponse évidente. C'est à quoi je leur réponds, oui mais répondez-moi quand même, pourquoi vous voulez guérir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quand vous voulez guérir, c'est parce que vous voulez quoi? Vous voulez guérir pour vivre quoi? Vous voulez guérir pour enfin être quoi? Vous voulez guérir pour enfin obtenir quoi? Vous voulez guérir pour faire quelle expérience de la vie et que votre inconscient boycotte pour l'instant? Premier réflexe, me répondre non pas ce qu'elles veulent, mais ce dont elles ne veulent plus. Moi, je veux guérir parce que j'en ai ras-le-bol de me sentir moche et dégueulasse. Moi, je veux guérir parce que j'en ai ras-le-bol de ce manque d'estime de moi et de confiance en moi. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir honte de moi. L'exercice leur paraît moins habituel quand je leur demande de formuler les choses en positif. Ok, vous voulez guérir parce que vous en avez ras-le-bol de vous sentir dégueulasse physiquement. Quand vous ne voulez plus être dégueulasse physiquement, c'est parce que vous voulez vous sentir comment physiquement? Vous voulez guérir parce que vous en avez ras-le-bol de manquer d'estime de vous et de confiance en vous. Ok, quand vous ne voulez plus de manque d'estime de vous et de confiance en vous, qu'est-ce que vous voulez à la place? Et là, ça paraît simple. Si je manque d'estime de moi, ce que je veux, c'est m'estimer. Si je manque de confiance en moi, ce que je veux, c'est avoir confiance en moi. Sauf que ça, c'est pas si simple à formuler pour les personnes que j'accompagne. Parce que c'est exactement ce qui est interdit par l'inconscient. Ce que ce trouble du comportement alimentaire t'empêche de faire est la raison pour laquelle ton inconscient exploite ce trouble du comportement alimentaire. Il l'utilise pour t'empêcher de faire ce truc-là précisément. Ce que cette anorexie, cette boulimie, cette hyperphagie t'empêche d'être est la raison pour laquelle ton inconscient t'impose ce trouble du comportement alimentaire, pour t'empêcher d'être ceci ou cela, comme ceci ou comme cela. À cause de ce putain de désordre alimentaire, tu ne peux pas obtenir quelque chose à laquelle pourtant tu tiens dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ton inconscient exploite ce désordre alimentaire et désordonne ton alimentation. Parce qu'il veut t'éviter d'obtenir ce truc-là. Barbara, je n'en peux plus de cette hyperphagie, j'en peux plus de me gaver et de grossir. Je me sens vraiment dégueulasse. Ça vous rend dégueulasse aux yeux de qui? Aux yeux des hommes, par exemple. Dans mes relations amoureuses, c'est compliqué de se sentir dégueulasse. En quoi est-ce que votre apparence vous paraît gênante dans les relations? À chaque fois qu'un homme me regarde avec du désir, je me demande pourquoi il me désire, parce que moi, je me trouve à vomir. Et quand il me touche, c'est encore pire, parce que j'ai l'impression qu'il touche ma graisse, ma cellulite, qu'il va être écœuré par mon corps. Et quand vous en avez ras-le-bol d'avoir un corps, de votre point de vue en tout cas, écœurant, vous aimeriez avoir quel type de corps à la place? C'est-à-dire, si vous vous libérez de votre hyperphagie, que vous arrêtez de vous gaver et que vous vous mettez à mincir, vous aimeriez obtenir quoi? La réponse que j'entends le plus souvent, c'est « Non mais moi je veux pas être trop belle, hein. Je veux juste être potable quoi, normale. » Ah bon, et pourquoi? Est-ce que potable et normal vous semble plus acceptable qu'être vraiment très belle? La personne pourrait me répondre en fait vraiment très belle, déjà je suis pas sûre que ce soit possible et puis, je sais pas, j'ai jamais vraiment été très belle donc je sais même pas ce que c'est. Enfin, sauf que si vous savez déjà que vous n'en voulez pas être très belle, c'est que vous avez bien un a priori négatif sur le fait d'être très belle, qui vous fait préférer être standard, banal, normal, quoi. Quelle image vous avez des filles trop belles? Parce que vous ne m'avez pas dit je veux pas être belle, vous m'avez dit je veux pas être trop belle. Trop, ça voudrait dire quoi? Et en continuant avec la personne l'enquête au sujet de ce qui se joue avec son trouble du comportement alimentaire, on pourrait tomber sur oui, mais si je suis vraiment, vraiment trop belle, je vais attirer les regards. Alors oui, s'il y a un mec que je désire attirer son regard, là, ça serait chouette. Mais je vais aussi attirer le regard des hommes que je ne désire pas. Les hommes que je n'ai pas du tout envie d'attirer. Et si en continuant, j'interrogeais cette personne, je lui dirais « Ok, quel type d'homme vous êtes complètement ok d'attirer à vous? Et quel type d'autres hommes vous n'êtes pas du tout prête à attirer l'attention, le désir et autres ?» Là, elle pourrait me dire, alors c'est la réponse qui est la plus courante, les vieux libidineux, là. Donc là, j'entends, quand la personne me dit ce genre de choses, que son inconscient a pu, à un moment donné de son histoire, capter que être belle était égal à attirer à soi des regards
du désir, peut-être des mots, peut-être des comportements, voire dans certains cas des gestes ou des agressions qu'elle ne désire pas subir. Et qu'il a bien capté que, en lui imposant de l'hyperphagie, en lui imposant de se gaver et de grossir, elle se sentait, elle, plus en sécurité, puisque tant qu'elle croit qu'elle est dégueulasse d'apparence, elle se sent moins sujette au regard de ces dits vieux libidineux, qu'en plus, en étant vraiment très obèse, pour de vrai, elle attire un petit peu moins les convoitises. Mais on entend aussi, en sous-titres et en sous-marin, et moi c'est ce que j'entends le plus dans ce genre d'argument, c'est « j'attire à moi », comme si dans mon apparence, quand je suis belle, quand je suis sexy, a le pouvoir d'attirer à moi les emmerdes. Et quel est l'intérêt de se prendre la tête avec toutes ces questions, me direz-vous ? Eh bien, de la réponse va dépendre le travail que vous aurez intérêt à faire en séance de psychothérapie active ou toute autre thérapie efficace. Bah oui, si ton inconscient t'impose de bouffer et de grossir, parce que tu ne sais pas gérer le regard des vieux libidineux, les mots, les paroles des vieux libidineux, le comportement, les gestes, voire les agressions potentielles des vieux libidineux, c'est bien ça qu'il va d'abord falloir apprendre à gérer avant que ton trouble du comportement alimentaire ne puisse lâcher sous la gouverne de ton inconscient. Si je le dis dans l'autre sens, ton inconscient acceptera de lâcher définitivement ton hyperphagie à condition que les vieux libidineux, leur regard, leur désir, les mots qu'ils pourraient prononcer ou les agressions qu'ils pourraient tenter à ton égard ne soient plus perçus par ton inconscient comme un danger pour toi. Autre exemple. Vous manquez d'estime de vous, de confiance en vous. Vraiment, vous avez honte de vous au quotidien. Vous avez l'impression d'être nul et l'émotion qui se déclenche le plus souvent au cours d'une journée chez vous, c'est la honte. Vous avez honte d'être vous, honte de votre apparence, honte de votre façon de parler, honte de votre façon de vous comporter, honte de ne pas réussir assez. C'est la loose. Vous vous sentez un pauvre type ou une pauvre fille. Lorsqu'une personne me dit qu'un trouble du comportement alimentaire augmente la mésestime d'elle et le manque de confiance en elle, il paraît assez évident que ce trouble du comportement alimentaire a pour objectif de diminuer l'estime qu'elle a d'elle-même. C'est quoi l'inverse de se mésestimer ? C'est s'estimer. C'est quoi l'inverse de manquer de confiance en soi ? C'est avoir beaucoup confiance en soi. À partir de là, je peux continuer mon enquête. Ça ressemblerait à quoi avoir trop d'estime de vous ? Trop confiance en vous ? Oui, parce que moi, ce que je recherche quand je pose mes questions, c'est qu'est-ce que l'inconscient a repéré comme un danger au point de préférer voir cette personne souffrir d'un manque d'estime d'elle, souffrir d'un manque de confiance en elle, se noyer dans sa honte, plutôt que d'être fière d'elle. Et là, je me suis auto-spoilée. Oui, la réponse, c'est en fait, vraiment trop sûr de moi, trop confiance et être trop fière. Moi, ça me va pas, je trouve ça nul. Vous connaissez quelqu'un qui se comporte comme ça ? Ah ouais, bon, j'ai ça en stock, oui. Au bureau, il y a une nana comme ça, elle se croit belle. Et comment vous vous sentez à côté d'elle ? J'ai l'impression d'être toute petite, écrasée, d'être traitée comme une merde. Ce que vous voulez dire ? Est-ce que c'est que lorsque vous n'aurez plus de troubles du comportement alimentaire, ce sera ok de vous sentir belle et confiante en vous et de vous estimer, d'être fière de vous, à condition que personne ne se sente jamais écrasé face à ce bien-être, cette confiance en vous ? Et là, le corps se décontracte face à moi. Ouais, clairement, parce que si ça doit faire souffrir les autres, mon bonheur ne vaut pas le coup. Comme à mon habitude, je reprends la chronologie. La personne vient avec un trouble du comportement alimentaire. Ça engendre une souffrance dont elle ne veut plus. Cette souffrance et ce trouble du comportement alimentaire conjointement l'empêchent d'être, de faire, d'oser, d'obtenir, de vivre, de faire l'expérience de certaines choses. Il s'agit dans un premier temps pour elle de prendre conscience de ça, à quoi sert son trouble du comportement alimentaire. On pourrait même dire à quoi dessert son trouble du comportement alimentaire. Si son inconscient exploite ce truc-là qui fait tellement souffrir, c'est bien qu'il estime que ça dessert quelque chose et que c'est tant mieux parce que plus cette chose est desservie, moins elle le fait et moins c'est risqué pour elle.
Tant que je souffre de TCA, je n'attire pas à moi les regards pervers. Tant que je souffre de TCA, je n'attire pas à moi la jalousie ou je ne déclenche pas chez autres les complexes et de la douleur. Par exemple. Je tiens à préciser qu'à ce stade-là de l'enquête, on en est toujours aux 2 premières heures de repérage. Tout ça rentre dans la première séance de repérage, toute cette enquête-là. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces 2 heures-là, c'est d'aller repérer en détail, le plus profondément possible, le plus à la racine que possible, comment se construit votre trouble du comportement alimentaire, puisqu'il s'agira pour nous, ensemble, en équipe, d'aller déconstruire ce trouble du comportement alimentaire. Une fois qu'on sait qu'est-ce que le trouble du comportement alimentaire empêche, on va aller repérer à quel moment de votre histoire, votre inconscient a pu se dire que votre beauté, pour reprendre les exemples, attirait à vous des pervers, ou que votre assurance, votre confiance en vous blessait les autres. Je me permets une petite parenthèse. Si ça fait longtemps que vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, il y a au moins un thérapeute qui a dû vous dire « Ah oui, mais c'est parce que dans votre enfance, votre grand-mère vous faisait des gâteaux et que c'était sa forme d'amour. » Ou c'est parce que dans une vie antérieure, vous avez souffert de famine. Ça répond à la question où votre inconscient a-t-il retenu que perturber votre alimentation était une stratégie gagnante. Que si vous devenez vraiment très très maigre et squelettique, vous n'attirez plus à vous les violeurs. Que si vous êtes vraiment très grosse, vous n'attirez plus à vous les jalousies. Donc ça oui, peut-être que dans votre histoire, il a retenu cette stratégie parce que mamie vous donnait des gâteaux et que maman vous disait arrête de manger, t'auras jamais de mari plus tard. Okay, là l'inconscient se dit ah donc manger égale grossir et grossir égale ne plus attirer à soi les hommes. Sauf que ce qu'on cherche, c'est pas comment est-ce que votre inconscient a trouvé cet outil, cette stratégie de maigrir ou grossir ou perturber votre alimentation pour vous éviter des dangers. Ce qui nous intéresse, ce sera plutôt à quel moment de votre histoire il a perçu qu'être belle à pleine vitalité, à pleine santé était dangereux pour vous. Alors attention, je m'apprête à vous faire une analogie un peu capillotractée, un peu tirée par les cheveux. Imaginons que votre inconscient soit vraiment un bodyguard physique à côté de vous. Okay, donc imaginons que vraiment à côté de vous, il y a une personne ultra compétente qui est là pour votre bien, pour vous protéger, pour vous sécuriser. Moi, j'aime imaginer que mon inconscient ressemble à Teddy Riner, mais c'est mes goûts personnels, choisissez le vôtre. Mais imaginez que ce garde du corps-là n'a pas la possibilité de vous défendre par lui-même. Lui, il peut que vous alerter des dangers, par exemple. Okay, donc j'imagine, moi, j'ai Teddy Riner à ma droite. Si là, je suis en train de marcher dans la forêt et que lui, il a capté qu'au bout du chemin, il y a une agression potentielle, il va vérifier si j'ai les compétences pour faire face au danger. Si oui, il me laisse marcher, c'est bon, je peux continuer à avancer. Par contre, s'il sait que c'est un énorme chien, que j'ai la phobie des chiens, là, il sait qu'au regard de mes compétences, il va devoir m'empêcher d'avancer dans ce chemin. Donc je marche en forêt sur un petit chemin. Teddy Riner a capté à l'avance qu'il y avait un danger au bout du chemin. Il a capté que j'étais pas capable d'y faire face et là, il me fait le croche-patte du siècle. On sera d'accord pour dire que ma question à Teddy Riner ne sera pas « Mais Teddy, dis-moi, où as-tu appris à faire ce croche-pied extraordinaire qui, pour de vrai, me met à terre ?» Mais plutôt « Mais gars, pourquoi t'as fait ça? Où est le danger? Je suis sur un chemin, en forêt, il se passe rien. Dis-moi où t'as vu un danger ?» C'est ça la question qui est intéressante. De la même manière, pour un trouble du comportement alimentaire, l'idée c'est pas de demander à votre inconscient « Dis-moi inconscient, où tu as appris cette fabuleuse technique de troubler mon alimentation pour me mettre par terre? Mais plutôt pourquoi tu le fais? Où t'as perçu un danger? Dis-le-moi, qu'on puisse le travailler ensemble et puis j'avance. » Je ferme la parenthèse. Et c'est exactement ça que l'on cherche en séance de repérage. On cherche à repérer à quel endroit de votre histoire votre inconscient a repéré quoi de votre apparence, de votre physique, de votre élégance, de votre santé, de votre vitalité, de votre potentiel de réussite, de votre potentiel tout court, comme un danger. À quel moment de votre histoire votre inconscient a repéré quoi dans votre plein potentiel comme étant un danger, au point d'estimer que ternir votre potentiel, bloquer votre potentiel, aller à l'opposé de votre potentiel pouvait être sécurisant pour vous.
Si je reprends la chronologie de la séance de repérage, une personne vient me voir avec un trouble du comportement alimentaire et toute la souffrance que ça engendre. On va voir ensemble qu'est-ce que ça dessert. Qu'est-ce que ce foutu trouble du comportement alimentaire l'empêche de vivre, d'être, de faire. Ensuite, on va aller voir en quoi est-ce que ce truc-là est un danger tel qu'elle l'imagine. Imaginons, ça y est, vous êtes ça, vous faites ça, vous vous comportez comme ça, vous obtenez ça, vous vivez ce truc-là donc que vous rêvez de vivre. Quel type d'événement pourrait vous agresser en deuxième effet qui se coule? Quand ça, vous l'avez atteint, il vous arrive quoi tel que vous l'imaginez? Ensuite, on va aller voir à quel moment de votre histoire, votre inconscient a pu retenir que ce truc-là était déclenché par vous. En quoi ça a été un problème à ce moment-là? Et surtout, de quoi l'inconscient a-t-il besoin de s'assurer avant de pouvoir vous laisser prendre ce risque à nouveau? Et tout ça fait qu'à l'issue de ces 2 heures de séance de repérage, que je vous propose d'enregistrer généralement pour pouvoir réécouter les questions et surtout vos réponses et la façon dont vous avez répondu, qui est assez parlante une fois que la séance est terminée, en allant les réécouter, ça vous paraîtra flagrant, vous ressortez avec non pas un soulagement d'avoir parlé en long, en large et en travers de votre souffrance et de ce trouble, mais avec des clés de trucs à travailler pour que ça puisse enfin s'arrêter un jour. Et ça, c'est merveilleux parce que si vous êtes toujours dans le tunnel, au moins vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et vous savez en quelle direction aller. Paf, je vais là-bas. Pour revenir à la question initiale que je vous ai posée, pourquoi vous voulez guérir? Prenez une feuille et listez pourquoi je veux guérir. Parce que j'en ai marre de quoi? Ok. Là, vous l'avez formulé en négatif. Quand vous ne voulez plus ça, deuxième question, vous voulez quoi à la place? Faire quoi? Être quoi? Ressentir quoi? Et je vous demande vraiment de faire l'effort de mettre le mot opposé à celui que vous avez utilisé. Si vous avez marqué blanc, vous marquez noir. Vous marquez pas gris. Si vous avez mis manque de confiance en soi, vous mettez confiance en soi. Vous n'allez pas mettre bien-être, ok? Troisième question. Et imaginons que j'y suis. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver qui serait encore une forme d'agression pour moi de la part de l'autre? Qui pourrait faire quoi? Qui pourrait dire quoi? Qui pourrait réagir comment? Et qui me blesserait si j'en étais à ce stade-là de bien-être? Quatrième question. À quel moment de votre histoire, votre inconscient a-t-il pu retenir que ce truc-là était dangereux pour vous? Que vous ne saviez pas le gérer? À quel moment de votre histoire est-ce qu'il a retenu que ça vous menaçait d'effondrement physique, d'effondrement émotionnel, d'effondrement psychique? Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ce travail d'enquête seul, ni même que c'est totalement possible. Votre inconscient fera barrage pour différentes raisons que je n'aborderai pas ici, mais vous allez bien sentir que l'exercice, vous allez le lâcher au bout de 2 minutes. Ce que je suis juste en train de vous montrer, c'est le mécanisme du questionnement pour que vous puissiez vous préparer à la séance de repérage, que ce soit avec moi en séance de repérage du travail à faire de 2 heures, ou avec tout autre thérapeute tout aussi efficace et qui est capable d'enquêter intelligemment sur votre trouble du comportement alimentaire. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les infos en description de ce podcast. Vous avez également un programme audio que j'ai mis en place sur les troubles du comportement alimentaire et quoi faire pour s'en libérer, qui vous mâche déjà pas mal le travail, je trouve, hein. Allez, ça va aller, ça va finir par le faire. Courage à vous et je vous dis à bientôt.